Bon, on va faire algorithme, du coup, ceux que je vais envoyer sur le groupe, et radio de Kotsky, parce que c'est ça qu'on aime. Déjà, ouais, du coup, on fait que radio. Je pourrais vous faire une SEM sur échographie et sur Scintillations ensemble, mais, mais là, genre, si je rajoutais écho de Kotsky, genre, on aurait fini à 1h du mat, donc il n'y a que radio, et c'est déjà pas mal, parce que les algorithmes, ça va nous prendre peut-être 1 heure, histoire que tout le monde comprenne, donc on y va. Alors, celui-là, on commence tranquille, hein, ok. Donc ça, c'est une annale de je sais pas quand. Donc, on vous dit, on, a, on va faire une initialisation en mettant tous les pixels égales à 2, d'accord, et on va faire une reconstruction MLEM. Vous vous rappelez, MLEM, donc ce qui est le plus utilisé de nos jours, hein, d'accord. On va y aller, on verra ensemble. Du coup, on commence l'initialisation, on met 2 partout, on calcule selon la ligne la projection estimée, d'accord, en ayant mis nimp, c'est pas nimp, mais vous avez compris, on met nimp, on calcule la projection estimée, donc P1 égale à 6, donc on fait le rapport, donc 12 sur 6, ça nous fait 2, ici 8 sur 6, ça nous fait 4 tiers, et 12 sur 6, ça nous fait 2. Putain, pourquoi j'arrive pas? Ok, nickel. Hop, voilà. Ça nous fait 2. Ok. Donc on a ça. On calcule les projections. 6. On calcule le rapport projection mesurée sur projection estimée. Donc projection mesurée et projection estimée. Et on trouve donc toutes les projections estimées égales à 6. On calcule les rapports, on trouve ça. Et on y go. On peut revoir l'énoncé. Tu veux revoir l'énoncé? Ouais, si tu veux, mais c'était ça. Il est sur le groupe, si tu veux. Mais pour l'instant, on résout l'algorithme et après on reprendra les items un par un. C'est bon pour vous? Vous pourrez faire? Ben, lui, il te dit on met n'importe quel chiffre quand il t'explique le cours, mais là, il te le dit. Il te dit la valeur de pixels xi, donc tu as x1, x2, x3, toutes égales à 2. Donc tu sais que, ouais, voilà, ben, fallait lire. Ben ouais, en vrai, tu vas pas les deviner, à chaque fois il va te les donner, donc en soi, là t'avais pas deviné. Bref, ça on l'a vu, pas de souci. Donc ici on a nos rapports projection mesurée sur projection estimée, tout ça là, les trucs, écoute un peu, merde. Donc tout ça c'est nos rapports, et on va faire notre reconstruction. Donc vous vous rappelez, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la moyenne, on va multiplier le pixel, donc ici, chaque pixel, donc là c'est toujours 2, on va le multiplier par la moyenne des rapports des projections mesurées sur projections estimées. Donc ici, vous avez ça sur cette projection-là, et vous avez la même chose sur cette projection-là, parce que sur cette projection-là, c'est aussi 12. Le rapport, ce sera 6 aussi, et ce sera 2, le rapport 12 sur 6. Voilà. Est-ce que c'est clair? J'ai l'impression que je dis n'importe. Normalement, c'est clair. Donc, la moyenne des deux projections, donc ici, celui-là, sa projection ici, ce sera 2. Le rapport de sa projection mesurée sur estimée, ce sera 2. Pareil ici. Donc on fait la moyenne de ces deux rapports qu'on multiplie à la valeur du pixel qu'on a mis au début, ça nous fait 4. Okay. Pour celui-là, bon, ben, c'est celui-là, d'accord. Donc cette projection-là, le rapport, c'est 4 tiers. Allô, Et vous m'entendez? Oh putain, encore? ah, les gars, oh, franchement, là, je vais m'énerver de ouf. Je vais m'énerver de ouf. Attendez. Et pourtant, là, j'ai mis la salle d'attente, donc c'est pas logique. Hein. Je sais pas. Casse-toi. Vénère. Ok. Je l'ai viré. Je sais pas qui c'est, mais ça dégage. J'ai plus de patience, là. Bon, on fait la même chose. On va avancer parce que sinon on va mettre 100 ans, surtout que celui-là, c'est le plus simple. Celui-là, donc c'est à milieu gauche. On fait cette projection-là, donc 4 tiers.
cette projection-là, bah, c'est 2 forcément. Donc on fait la moyenne des rapports des 2 projections. Donc 1/2, ici c'est 2 et ici c'est 4/3, fois bah, le pixel qu'on avait au départ, on fait 10, ça nous fait 10/3. On fait ça pour tous les pixels, d'accord? Et on se retrouve avec ça. Ça va jusqu'à là? Il y a tout le monde qui a compris? Pardon? Ouais, ouais, ouais. Désolé, c'est juste pour, comprendre. Tu vois, dans les numéros, quand on les ajoute dans les entre parenthèses, pourquoi on les divise pas par 3 justement par rapport au nombre de cases qu'ils ont parcourues? C'est pas cette technique où tu OK, normalises. Là, en fait, tu normalises pas. Tu vois, tu as la rétroprojection normalisée où tu vas normaliser par le nombre de pixels et par le nombre de projections. d'accord. Ça, c'est ça, c'est en normalisé. Tu as en filtré où tu vas faire d'abord une normalisation et ensuite tu vas faire une pondération. Et en En art Mmh. tu vas normaliser que par le nombre de pixels, D'accord, OK. d'accord? Quand il demande rien, on fait MELM, bah, en vrai, il te dira à chaque fois, hein, je pense. Enfin, de tous les trucs là qu'on a fait jusqu'à maintenant, il te disait à chaque fois: «Qu'est-ce que tu prends comme, là, il demandait: «Putain, mais Salomé, tu forces, regarde!» Putain, j'ai zéro patience aujourd'hui, c'est bon. OK, merci beaucoup, désolé. Désolé, ouais, du coup, je répondais à Salomé, donc c'est bon pour toi, Salomé? Dis oui. Voilà, ça. Putain, taille de grave. Ok, bon. Du coup, ce que je te disais, Jacopo, en normalisé, tu vas normaliser par le nombre de pixels et le nombre de projections. En filtré, tu fais la même chose. Donc, tu fais d'abord une normalisation nombre de pixels et projection, et après, tu pondères. Donc, moins 2 tiers, 2, moins 2 tiers. Mmh. Et après, tu refais un épandage. Et j'aime pas lire, ben, ouais, ben, ma foi, va falloir apprendre. Et, et en art, tu vas normaliser que par le nombre de pixels. OK. Là, on te parlait de MLEM, et MLEM, tu ne normalises pas en fait, tu vas juste calculer. En gros, tu vas multiplier la valeur que tu as mis au départ de ton pixel, donc là c'était 2 Mmh. partout, tu vas le multiplier par la moyenne, c'est pour ça qu'il y a un demi, Mmh. la moyenne des rapports, donc de tes deux projections, des rapports projection mesurée sur projection estimée. OK, Voilà. d'accord, merci beaucoup. Donc, ça, c'est le rapport projection mesurée sur projection estimée. Pareil ici, tu fais la moyenne et tu multiplies par le nombre que tu avais mis au départ. OK, C'est bon nickel, pour tout le merci monde? beaucoup. T'inquiète. C'est bon pour tout le monde, ça? Je suis désolée, mais le 12, 8 et 12, tu les as trouvés comment? C'est quoi 12? Ah, mais ça, c'est ce qui te donne. Putain, mais les gars, vous Désolée. forcez ou quoi? Genre, c'est écrit Ah oui, désolée. Salomé, Salomé 2.0. Putain, les gars, oh. Genre, je vous les avais donnés exprès pour que vous regardiez, pour qu'on démarre pas de zéro. À un moment, s'il faut que je vous lise carrément Ah, mais je l'ai l'énoncé. vu, mais j'ai pas vu l'énoncé. Donc, D'accord. Bon, du coup, les projections, on te les donne. Bref, ok, ouais, ouais, je les ouais. sors pas de mon chapeau, hein. On te les donne. Sinon, c'est bon, vous n'avez pas de questions autres que sur l'énoncé qu'on me donne. Genre. C'est bon pour tout le monde. Vous pouvez dire non, hein, parce que là, c'est le moment où il faut comprendre. Ça peut aller. Comment ça peut aller? C'est quoi qui te dérange à ce moment? Je sais pas ce que j'ai quoi après? Ouais, OK. Rien, j'essaie de comprendre. T'as vu? Pour l'instant, je comprends. OK, parfait. Donc les items, donc on a ça, après avoir fait, notre petite technique, et on nous dit la valeur du pixel x1, c'est celui-là, estimé à la première itération égale à 1. C'est 4, donc c'est faux. OK. La valeur du pixel x2, c'est celui-là, égale à 10 tiers, c'est vrai. La valeur du pixel x5, celui au centre, est entre 2 et 3. Vous avez 8 tiers, 8 tiers, c'est entre 2 et 3, d'accord. Voilà.
La projection P1. Donc P1, c'est ça, d'accord? Estimé, donc c'est parce que vous avez fait, vous avez calculé votre projection, d'accord? Donc le 6, c'est estimé et 12, c'est mesuré. Donc, ce qui vous donnait dans l'énoncé, c'était les mesurés et nous, on a calculé la somme de tout ça. Donc la projection estimée, c'était 6. Donc, la projection P1 estimée à partir de la première itération et 34 tiers. Donc ça, c'est la première itération, ça c'était l'initialisation, ça c'est la première itération. Du coup, on va calculer la projection estimée, donc on fait la somme de tout ça et on trouve 34 tiers, donc il n'y a pas de souci, c'est ça. Ça va pour tout le monde, ça? Yes. Okay. Et la solution est atteinte dès la première itération. Ici, on trouve 11,33, bah, c'est pas 12. On trouve 9,33, bah, c'est pas 8. Et pareil là, donc en fait, non, c'est faux. Ouais, c'est pas dur, hein. C'est bon pour tout le monde? Dites-moi oui, s'il vous plaît. Ça serait cool. Oui, c'est bon. Oui. Pour tout le monde? Fallait juste lire l'énoncé. Bah oui. Souvent, c'est pas mal de lire l'énoncé. Bon, ok. C'est bon. Voilà. Donc, avec la méthode MLEM, il faut qu'on tombe pile poil dessus. Ben, ton but de toutes tes techniques, c'est de trouver la solution. Le truc qui te permet, quand tu fais la somme de toutes tes projections, d'avoir ce qui a été mesuré à la base. Et à chaque fois, à chaque itération, tu vas te rapprocher, tu vas te rapprocher, tu vas te rapprocher jusqu'à arriver potentiellement à des nombres qui te permettent d'avoir dessus. Mais genre, si on n'est pas pile dessus et qu'on fait un arrondi, c'est faux. Ouais. En fait, c'est pour ça qu'en général, tu gardes en fraction, quoi, tu vois. Là, la seconde itération, tu aurais fait comment du coup? Tu fais la même chose. Tu vois, genre là ça c'est ta projection estimée, d'accord? Ah oui, ok. Ça aussi, ça aussi. Donc tu vas D'accord. refaire ton rapport, donc 12 sur... Merci, Sia. Mais non, pas du tout. La réaction. Allez hop. Allez hop. J'ai eu zéro race là, c'est bon, c'est bon. Ouais, Donc du coup, je répète, donc tu fais 12, donc mesuré sur estimé, d'accord? Et ton estimé, maintenant c'est 34 tiers. Donc tu refais ça, la moyenne que tu multiplies par ton pixel que tu as là. ok, C'est clair? d'accord, ouais. Merci. C'est bon pour tout le monde? Bon, allez. Celui-là, il y a pas de calcul à faire. Genre, celui-là, il est donné vraiment. Donc, 9 valeurs, tout égal à 1. D'accord? On nous dit ce qu'on met à l'initialisation et MLEM. Ok? Donc, attendez. Déjà, ce problème modélise la reconstruction tomographique d'une coupe à partir de données de projection. Vous mettez quoi là? Oui, vrai, forcément tout le monde l'a vu, j'ai spoil. T'as pas vu, mais toi tu vois rien de toute façon. Ouais, ça c'est vrai. Donc en fait, le but de votre tomographie, donc quand vous allez faire un scanner, c'est que vous allez faire passer un rayon, enfin un rayonnement d'une intensité que vous connaissez et que vous allez mesurer ce qui arrive derrière. Du coup, vous allez mesurer P1. Vous aurez P1, P2, P3, donc les projections, et vous essayez de reconstruire chaque pixel à travers lequel votre rayon est passé. Donc, en tomographie, donc en scanner, ça va modéliser bien une reconstruction tomographique d'une coupe à partir des données de projection. Donc, on a les projections, on essaie de savoir quels sont les pixels qu'ils ont traversés. Ça va pour tout le monde? Donc ça, c'était vrai, pas de souci. Donc, comment déterminer les valeurs de chaque voxel ou pixel, pareil, comme rayonnement à traverser. On utilise des algorithmes qui vont permettre de déterminer ou du moins d'estimer la valeur de chaque voxel en connaissant l'intensité du rayon entrant et sortant. Donc là, on sait ce qu'on a mis, après on sait ce qui arrive. Voilà. Cela modélise, voilà, c'est un truc de cours. C'est bon pour tout le monde? Ça serait cool de dire oui. Ça serait méga cool même.
Ok, nickel. Bon, allez. Maintenant, item B. Bon, bah, j'ai spoil, hein, clairement. Parfait, tout va bien. Ces données de projection sont suffisantes pour permettre à l'algorithme MLEM de converger vers une solution unique et exacte. Vous dites faux normalement, vu que vous avez vu la réponse. Il manque des trucs. Ouais, c'est ça. En fait, là, vous voyez, vous avez 9 inconnus, d'accord? Et vous avez 6 équations. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 6. Donc vous avez 6 équations pour 9 inconnus. Donc forcément, vous aurez plusieurs possibilités, plusieurs solutions au problème. Si vous aviez 9 équations pour 9 inconnus, vous auriez une réponse exacte. Or ici, bah, ce n'est pas le cas. C'est exactement ce que je disais. On a 6 projections pour 9 pixels, donc forcément, il y aura plusieurs possibilités. Et là, dans le cours de Mariano, en MLEM, on trouvera une autre possibilité. Donc ça, c'est ce qui était de base. Ça, c'est les vraies valeurs. Et avec cette reconstruction en MLEM, on va pouvoir avoir d'autres solutions qui marchent. Genre 9 plus 9, 18 plus 27, 45. C'est bon. Et là, pareil, 27 plus 27 plus 36, ça fait 90. Donc là, vous voyez, il y a 2 solutions exactes qui marchent bien. Justement parce que vous n'avez pas 9 équations pour 9 inconnus, mais 6 projections pour 9 inconnus. C'est bon pour vous? Mais c'est que en MLEM ou aussi pour les autres Pour tous. Ok, pour tous, d'accord. En général, peu importe, en fait, on s'en fout. À chaque fois que tu vas vouloir résoudre un truc, vu que tu as 6 projections pour 9 pixels, donc 6 équations pour 9 inconnus, forcément, tu auras d'autres possibilités. Ok, Là, ça on marche. fait 9 inconnus et 6 équations, c'est noté. Ok. C'est à chaque itération, chaque valeur de pixels sera ajustée par un coefficient dépendant de la différence entre projection mesurée et estimée. C'est en MLEM, hein. Vous me dites quoi? Vrai. Pourquoi il y a des gens qui me disent faux? Ça c'est vrai, hein? Non, ça c'est faux, hein. Ça c'est faux. Putain, C'est pas la différence, là. ouais, c'est pas la différence, c'est le rapport. Calme-toi, gros. Ah, En même j'ai temps, quand vous voyez le D, vous dites c'est l'un ou l'autre, hein, mais non, clairement. il m'a dit, là. Donc ouais, mais vas-y. Et c'est bien Art, bien vu, Awa. Donc c'est bien Art qui fait la différence. Donc Art, c'est quoi le but? Vous allez calculer votre projection, estimée toujours. Donc cette projection estimée, vous allez faire la différence avec votre projection. Donc c'est bien la différence entre projection mesurée et estimée. Et cette différence, vous allez la normaliser par le nombre de pixels, donc divisé par 3, et vous allez additionner chaque pixel par la différence normalisée. Je ne sais pas si c'était clair, mais en gros, si vous n'avez pas compris, allez voir le cours ou allez voir la SEM que j'ai fait, le Japon arabe, parce que ça ira plus vite. Mais en MLEM, effectivement, c'est un coefficient multiplicatif dépendant du rapport entre projection mesurée et estimée. Et je vous ai mis quoi? Je vous ai mis ça. Le pixel à l'itération 2, c'est la valeur du pixel, donc à l'itération 1 forcément, fois la moyenne des rapports projection mesurée sur estimée. Donc c'est bien du rapport et pas de la différence. Ça va? Oui. Parfait. Toi, t'es un bon, toi. En routine hospitalière, la détermination des valeurs des pixels xi nécessite la résolution d'un grand système linéaire mal conditionné. Oui. Attends, mais pourquoi personne me répond la même chose? Ça veut dire quoi mal conditionné? Attends, je vais t'expliquer. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Pourquoi? Alors, en gros, vous avez plein de projections. Là, on vous met 6 projections pour 9 pixels, mais en vrai, vous n'allez pas faire une tomographie d'une cage thoracique avec 9 pixels, on est bien d'accord. Normalement, c'est, je crois, 256. Donc 256 sur 256. En fait, vous allez avoir un algorithme avec n carré équation pour n carré inconnu, d'accord? Donc ça va être, on va devoir résoudre un très grand système d'équations linéaires, donc ça c'est vrai.
Mais non, ça va aller. Asma, abandonne pas. T'as vu la SEM de la semaine dernière, Asma? Parce que là, c'est grave quand même. Oui, ah. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. On va y aller, t'inquiète. On va y aller doucement. Mais non, mais non. Du coup, donc plusieurs dizaines de milliers d'inconnus, et il faut que ce soit pas trop sensible à de petites fluctuations des mesures de projection. Pourquoi? Ben, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est que si vous faites une projection dans ce sens, puis une projection dans ce sens, va falloir estimer les coefficients, d'accord? Parce que là, vous voyez, celui-là, ben, il va pas passer par tout le pixel. Donc en fait, il va y avoir un coefficient, ça c'est R, qui vous dit bah, il passe par, je sais pas, genre 30% du pixel. Donc il est atténué par 30% du voxel, puis genre 10% de celui-là, etc., etc. Et donc, faut estimer, faut estimer. Si les deux, ils sont très éloignés, genre vous allez faire une incidence comme ça, puis une incidence comme ça, donc une incidence comme ça, une incidence comme ça, d'accord? Ils seront très éloignés. Et donc, si vous faites une petite fluctuation, bon, on va pas se ça va, ça ressent quand même. Par contre, si vous faites des deux incidences qui sont très proches, d'accord, ici c'est plus, ils se croisent même plus, hein, ils sont quasiment parallèles. Si vous faites une petite erreur de mesure, ben, en fait l'écart va être énorme. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop sensible à de petites fluctuations de mesure. Et pour le coup, ben, c'est le cas parce que quand vous allez faire une tomographie, vous allez faire un rayon incident là, puis genre à 1 degré de différence, genre dans ce sens-là. Vous allez faire un autre là, un autre là, un autre là, un autre là. Et vous n'allez pas faire un truc comme ça, puis un truc comme ça, quoi. Genre, c'est con. Vous allez faire plein de trucs qui vont quasiment se chevaucher, d'accord? Et genre là, 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 là. Vous avez compris. Et du coup, on n'aura jamais à utiliser ces formules. Non, non. Non, non. Okay. Ça, c'est un truc genre d'estimation de je sais pas quoi. Non, t'inquiète. Bref, donc, c'est absolument pas ce que je voulais faire, mais bon, c'est très drôle. C'est le cas en tomographie médicale du fait de la proximité, donc de la similarité des diverses projections acquises. D'accord? Donc on est dans ce cas-là. Donc c'est bien instable. C'était quoi déjà le truc? Mal conditionné, voilà. Ça. Mal conditionné ou instable, c'est pareil. Et un grand système linéaire, bah, c'est un système d'équations linéaires, oui, forcément. C'est bon pour tout le monde a compris ça? Le problème instable. Alors moi, je comprends rien. Putain, mais je vais me vénère sa mère. Je me vénère. Pas compris le mal conditionné. Mal conditionné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque petite fluctuation de mesure, tu vas faire des erreurs qui vont faire que il y aura un écart énorme entre la réalité, tu vois, la réalité c'est le point bleu, et ce que tu auras mesuré, ce que tu auras estimé toi, tu vois. Mais là, dans la question, ça disait que ça nécessitait un système mal conditionné. Attends, Non, non. non. La résolution nécessite la résolution du système mal conditionné, c'est ton système de projection, quoi, tu vois. Mais s'il est mal conditionné, pourquoi? Je comprends pas pourquoi on l'utilise lui s'il est mal conditionné. Enfin, Tu peux pas faire autrement. ok, bon, bah, d'accord. Au moins, tu peux pas faire autrement, donc tu es obligé de faire avec, quoi, en fait. Ouais. Voilà, sinon on l'utiliserait pas, tu te doutes. Ça nous fait plus chier qu'autre chose, mais à un moment, on peut pas trop faire autrement pour avoir des couples. Bref, voilà. Voilà. RIP le groupe H et le groupe G aussi. Voilà. Hein, en gros, merci aussi. Ok, bon, allez, celui-là, il est parfait. Celui-là, il est excellent. Celui-là, tout le monde s'est arraché les cheveux dessus, on est d'accord? Il y a quelqu'un qui a trouvé? Que dalle. Mais arrêtez, il est méga simple, il est plus simple que celui d'après. Bien sûr que non. Ok, c'est... Ok, bon, allez, on y va. Donc, déjà, on lit bien, d'accord? Parce que là, c'est méga important de bien lire. Pour faire la différence entre objet et image. Je vous l'ai dit déjà la dernière fois, un objet va être transformé par l'imageur en image à cause de la réponse impulsionnelle.
d'accord? Donc, l'objet numérisé, c'est P, donc c'est ça. Ça, c'est votre objet. Ça, c'est votre objet numérisé, donc on l'a mis en pixels, d'accord? Mais c'est quand même un objet. Ok, l'image, c'est I, qu'on ne vous donne pas, qu'il va falloir calculer. Et on vous donne H, qui est la réponse impulsionnelle. La réponse impulsionnelle, c'est ce qui fait que ton point objet va devenir une tâche. Donc, en gros, un point ponctuel, tout autour, ça va déborder, genre ça va baver, et le flou, ouais, c'est ça, c'est le flou. Donc, on en est où? Ça, c'est votre réponse impulsionnelle. D'accord. Vous voyez, au milieu, vous avez un demi, puis tout autour, vous avez un 16e. Donc, il va falloir trouver la LMH grâce à ça, la réponse impulsionnelle. La réponse impulsionnelle, rappelez-vous, par exemple, par diffraction, hein, vous allez avoir une courbe de Gauss, et c'est grâce à cette courbe de Gauss que vous allez trouver la LMH. Donc, on fait quoi? On voit un demi, c'est le max de votre courbe de Gauss, et un 16e. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous Sinon, voyez, ça c'est un... Oui. tu sais, tout à l'heure, le mec que t'as viré, il vient de m'envoyer un message. C'était pas genre un mec qui est pas de la promo ou je sais pas quoi, hein. Genre, il comprenait Ouais, mais vraiment il me rien. fait chier, donc ça dégage. Ah bon, bah d'accord. Bah ouais, c'est bon, flemme. Il regardera le replay, hein. C'est bon. Vas-y, ça marche, je lui dis. Dis-lui désolé, mais faut pas... j'ai été trop patiente la dernière fois, là, c'est bon. Flemme. Donc, je reprends. Un demi, c'est l'intensité max. Et puis, bah, la moitié de l'intensité max, c'est un quart, d'accord? Avec ma souris, voilà, c'est un quart. Donc vous savez que votre réponse impulsionnelle, elle est toujours en courbe de Gauss, c'est le principe. Que le max, c'est bien un demi. Et quand vous faites la moitié, donc la moitié de votre courbe de Gauss, donc la moitié de l'intensité maximale, c'est un quart, vous avez ça. D'accord. Ça, c'est votre largeur à mi-hauteur. D'accord? Ça va jusqu'à là pour tout le monde? C'est votre intensité max de votre réponse impulsionnelle. Et vous savez que la largeur à mi-hauteur, c'est la largeur de la courbe à la moitié de l'intensité maximale. La moitié de l'intensité maximale, du coup, c'est un demi fois un demi, c'est un quart. Et on vous disait quoi? On disait que, du coup, on vous disait rien du tout. Du coup, la LMH divisée par 2, bah, ça fait ça. Et du coup, 2 fois la LMH, c'est ça. Alors, forcément, ça paraît logique. Et D, bah, c'est la largeur de votre pixel. Donc, si vous faites le théorème de Shannon, d'accord, vous savez que D, donc la largeur de votre pixel, doit être égale à la LMH divisée par 2 pour perdre aucune information. Donc, pour rendre compte parfaitement de votre courbe de Gauss et de ne pas perdre d'informations en pixelisant, d'accord. Donc, vous avez LMH divisé par 2, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui se reprend ici, c'est la même largeur. Et donc là, vous avez la largeur de votre pixel. Ok, donc, on regarde la matrice 3x3, c'est celle-là, des réponses impulsionnelles. On se rappelle de ce que ça représente. C'est qu'au milieu, un demi, c'est l'intensité maximale de votre réponse impulsionnelle. Et donc, à partir de ça, on trace notre courbe de Gauss, on fait la moitié de l'intensité max, on a la largeur à mi-hauteur, et voilà, et tout va bien. Donc, si on applique la règle d'échantillonnage de Shannon, les cases au contact de la case centrale devraient être un quart. Ici, ça devrait être un quart de partout, si on avait bien échantillonné, d'accord. La distance entre les réponses impulsionnelles externes et la LMH, c'est ça. Voilà. Or, ici, on a un demi au centre, jusque-là, c'est normal, c'est ça. Hein. On a un demi au centre, jusque-là, tout est normal, mais c'est un 16e qu'on a sur les côtés, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a enregistré seulement un 16e et on n'a pas enregistré un quart. Ça va pour tout le monde? Je vois des têtes qui me... pourquoi quoi? Pourquoi on voit un 16e et pas le un quart? Ben justement, parce que ça a été mal échantillonné. Enfin, parce que la réponse impulsionnelle a été mal enregistrée, en fait. Ok, d'accord.
Et comment on sait? Ben justement, je suis en train de te l'expliquer. Tu sais que c'est un demi ton max. Tu sais que c'est un demi ton max parce que forcément, c'est celui qui est au milieu. Donc, ce sera forcément l'intensité maximale. Tu fais la moitié de ton intensité maximale, c'est un quart. Donc, tu sais qu'entre les deux, un quart, voilà, de ta courbe de Gauss, tu as la largeur à mi-hauteur. Ça va jusqu'à là? Ta largeur à mi-hauteur, tu la divises par 2 pour avoir la taille de ton pixel. Tu as d ici qui est égal à la largeur à mi-hauteur. Et toi, tu regardes ce que tu as toi avec ça. Tu as un demi et un 16e. Donc, au lieu d'avoir un demi et un quart, tu as un demi et un 16e. Donc, en fait, tu n'es pas à la largeur à mi-hauteur, tu es à beaucoup plus, là, entre les deux. Donc, en fait, tu n'as pas fait le théorème de Shannon qui te dit la LMH doit être divisée par 2. C'est normal que ce soit un 16e, car si on c'était un quart, ça serait plus que 1. 1 sur 14. Ça veut dire quoi, ça? Je comprends pas. Donc, l'erreur est qu'on a pris dans l'image. D'habitude, on fait... Oh là, mais attendez, les gars, attendez. Mais vous comprenez pas, ça déconne? Non mais oh! Ok. C'est normal que ce soit un 16e, car si c'était un quart, ce serait plus que 1. Siam, tu m'entends? Ouais. Enfin, je t'entends mal, mais je t'entends. Vas-y, je t'écoute. C'est Oula, que si c'est sur une ligne, c'est Robocop. Bah sinon, écrit, mais non, mais c'est normal. Enfin, c'est normal, ouais, c'est normal. est-ce que tu m'entends mieux là? Ouais, nickel. C'est parfait. Ok. Donc juste pour te dire, en gros, parce que je crois que j'ai pas compris, mais sur la ligne, là, c'est un demi, un quart, parce que c'est sur une ligne, donc en additionnant, ça fait 1. Mais comme là, il y a 9 pixels, c'est pour ça que c'est un 16e, non? Non. Parce, Non. parce que du coup, pour moi, si à la place d'un 16e, c'était un quart, ça ferait beaucoup plus que 1, Oui, mais t'as l'intensité maximale. pas forcément un en fait. Ah bon? Non, tu t'en fous. Et je comprends pas du coup pourquoi on sait que ça serait un quart, Et du coup. tu vois, un demi, c'est forcément ton intensité max de ta réponse impulsionnelle, d'accord? Oui. On est d'accord. Peu importe ce que c'était Mm. au milieu, tu sais que c'est forcément le max. Tu sais que ta réponse impulsionnelle elle a une gueule de courbe de Gauss, d'accord? Donc tu fais la moitié de Ouais. l'intensité maximale qui est un quart, et tu sais que ta largeur à mi-hauteur, c'est la largeur la largeur de ta courbe de Gauss, à la moitié de l'intensité maximale. Donc tu sais que c'est ça, entre les deux, un quart. Oui. C'est bon pour toi? Ouais, ça oui. Mais... Et du coup, ça sera à chaque fois, à côté du 1,5, ça sera toujours la moitié, quoi, en fait. Mais si c'est bien échantillonné, oui. Oui, ok, Là, c'est pas d'accord. le cas, tu vois. Parce que du coup, on n'est pas à la LMH divisé par 2, on est à la LMH, en fait. Tu vois. Bon, attendez, du coup. Il y avait d'autres questions. Donc, l'erreur qu'on fait ici, c'est qu'on a pris des pixels trop hauts. Exactement. Exactement. D'habitude, on a 3 valeurs différentes dans l'image. Là, on n'en a que 2, je comprends pas. Genre, en gros, tu as vu, d'habitude, on a un chiffre au milieu, on a un autre chiffre qui fait les coins, et après un autre chiffre qui fait une sorte de croix. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais De croix. Ah oui, ok. là, je comprends pas Oui, pourquoi, en fait, tout le tour, ils ont les mêmes oui, mais numéros. ça c'est pas ton pixel, ça. Ça, c'est ta réponse impulsionnelle. Ok, donc d'habitude, nous, on travaille sur les pixels. C'est ça, exactement. Ok, Mais ok, c'est après, toi, ce que tu vas faire, tu vois, attends, tu vois là, ça, c'est ton objet numérisé, et I, ouais. ce sera tes pixels, mais c'est toi, il te demandera de le faire après, tu vois, la valeur du pixel, il te demandera de le faire après, ça, c'est ta réponse impulsionnelle. Ok, Ça, t'es pas ok. convaincu. Non, mais je sais pas, genre, il a jamais fait ça dans son cours, je sais pas pourquoi il sort ça, là. Ok. En vrai, c'est juste par principe, genre, est-ce que je peux te faire un schéma? Vas-y, je fonce, mais... Tu vois? Genre là, ça va être terrible. Tu vois, genre ça, c'est ton point objet. Ouais. Euh, comment je peux te le faire? Tu vois, il te disait que si tu as ton point objet là, tu vas avoir ici un truc égal à un demi. Sur le côté, ça va baver, ça va faire un quart.
Sur le côté, ça va baver, ça va faire un quart. Ok, là pour toi. Ouais. Et Ouais. ça, c'est en 2D, tu vois. Mais forcément, ça va être en 3D, ça va se faire. Ok, oui, ça c'est bon. Donc en fait, genre au milieu, tu auras toujours l'intensité égale à 1,5 et ton autre demi, il va se disperser tout autour. Et là, il va se disperser en 3D, quoi. Sur 8 endroits différents, tu vois. Ok, d'accord. C'est bon, je crois. Et ça, c'est ta réponse impulsionnelle. Tu vois, Ok, ça se c'est côté bon. pixel encore. Ça, c'était pas encore au pixel. Bon, allez, j'efface cette merde. C'est bon pour vous? Bon, déjà, le principal à comprendre, c'est que 1,5, pour répondre déjà à la A, déjà, 1,5, c'est intensité max. Faites la moitié de l'intensité max, c'est un quart. Et pas un 16e, donc c'est un quart. Donc votre LMH, c'est la largeur de votre courbe à la moitié de l'intensité max. Donc à la moitié de l'intensité max, c'est un quart, donc normalement votre LMH, elle est là. Sauf que vous avez quoi? Vous n'avez pas un quart, vous avez un 16e. D'accord? Ça, un 16e. Si vous avez LMH divisé par 2, donc là, ça a bien été échantillonné parce que vous avez votre D qui est égal à la LMH divisé par 2. Donc ça, c'est égal à ça. Ici, vous avez un 16e ici, un 16e là et un demi. Donc vous avez multiplié par 2 au moins votre pixel, votre taille de pixel. Il est trop grand votre pixel là en fait. Ok. Ouais, on m'a souris. Bon, on va lire ce qu'il y a écrit. Ici, on a un demi au centre, mais pas un 16e sur les côtés. Mais un 16e sur le côté. Bon. Ça signifie qu'on a enregistré seulement les réponses impulsionnelles de 1 16e et 1 demi, soit les échantillons bleus sur le schéma. En jaune, ça aurait été les signaux enregistrés avec Shannon, donc sans perte d'information. On en déduit donc que la dimension d'un pixel, puisqu'un pixel correspond à une réponse impulsionnelle, est supérieure à la LMH. Voilà. Vous avez des questions là-dessus? Ça, c'est le QCM A. C'est l'item A, genre. En gros, l'item A, il vous disait juste que la LMH est inférieure à la dimension d'un pixel. Bah là, c'est faux. Parce que c'est plus grand. Au moins égal ou plus grand, quoi. Voilà. L'échantillonnage choisi a une perte d'informations dans l'image. Bah forcément, vu qu'on n'a pas échantillonné avec Shannon, vu qu'on a des pixels trop gros, bah on va perdre de l'information. Genre là, les 1 quart, on les a pas, on a juste un 16e. C'est ce que j'ai écrit là. Alors, Oui. normalement, Attends, mais la t'as mis dimension du vrai, pixel, tu l'as corrigé vrai, Siam, je crois. Ah ouais? Tout va bien alors. Ouais, en fait, je viens de regarder l'anal, moi aussi, c'est ça qui m'étonnait, mais je viens de regarder à l'instant la correction, mais il est corrigé vrai dans l'anal. Ok, bon. Bah, j'ai mis vrai, mais c'est faux. Ouais, je sais, moi aussi, j'étais en train de bugger sur ça depuis tout à l'heure, mais. Errata en live, c'est bien ça. Mais non, mais si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est bon. C'est vrai, hein. Attendez, je vous remets le truc. J'étais en train de bugger, mais non, c'est vrai, c'est bon. Attendez. Hop. C'est juste lui dans l'autre sens. Regardez. Là, vous avez la dimension d'un pixel, et la LMH est bien plus petite que le pixel. La LMH est inférieure à la dimension d'un pixel. Le pixel, il est trop gros. Normalement, la LMH, c'est ça, et le pixel, il est là. Donc le pixel devrait être plus petit que la LMH, et là, c'est le contraire. La LMH est inférieure à la taille du pixel. Mais le théorème de Shannon, c'est pas LMH divisé par 2, donc ça fait LMH égale 2 fois le pixel. Mais là, on n'a pas fait avec Shannon. Ah Justement, putain, c'est ça le problème. Donc on a une perte d'information. Ce que je suis en train de dire depuis 10 minutes là, ça devait être un quart partout. Là, on a un 16e parce qu'on a mal échantillonné. En fait. ah ok, super. Donc la dimension de votre pixel, donc D, est plus grand que la LMH. Donc la LMH est plus petite que la dimension du pixel. La LMH est inférieure à la dimension du pixel. C'est bon pour tout le monde? Faites-vous les schémas, hein, genre oui. Donc là, pareil, on a une perte d'information. Si la taille d'un pixel D est supérieure à la LMH divisée par 2, ou si 2 pixels correspondent à la LMH. Ici, vous avez 2 pixels, ça là, cette largeur-là, qui fait la LMH en fait. Donc en fait, on est trop gros. On devait pas du tout. On devrait être à la LMH divisée par 2. Donc,
on a une perte d'échantillon, on a une perte d'information car on n'échantillonne pas assez. Et donc, pour faire simple, si on avait eu un quart, un demi, un quart, on aurait été dans le cas d'un échantillonnage de Shannon dont D égale à LMH divisé par 2. Ici, ce n'est pas le cas. Parce que D est supérieur à la LMH, ou égal, mais supérieur. C'est bon? Si vous n'avez pas compris, dites-le. Je vous explique. Il faudra avancer, mais dites-le. J'avais prévu que ça allait prendre 100 ans, donc il n'y a pas de souci. Bon, parfait. Alors. Là, c'est. J'ai même pas mis si c'était vrai ou faux. C'était quoi là? C'est le pixel objet P33 subit un effet de volume dans l'image I. Alors, là, il va falloir me suivre. Item C. On va reconstruire la grille image des valeurs de pixels de la matrice 5.5. Ça, c'est 5 x 5, d'accord? Mais c'est votre objet numérisé. C'est un objet. Vous n'avez toujours pas l'image. Donc ça, c'est votre objet numérisé et vous avez besoin de le faire passer par un imageur et de faire votre image, donc faire vos pixels. La règle est la suivante. Le pixel garde, par exemple ce pixel-là, va garder la moitié de la valeur indiquée pour lui et répartir l'autre moitié équitablement dans toutes les cases autour. Pour trouver une valeur image d'un pixel, on somme les influences de tous les autres pixels. Donc celui-là, par exemple, 1, va se diviser par 2, donc au milieu on aura 1,5, et après on va partager le 1,5 sur les 8 autres pixels. Donc 1,5 divisé par 8, ça fait 1/16, donc on va mettre 1,5, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16. C'est pareil, on met 1, parce que c'est 2 divisé par 2, et le 1, on va le diviser en 8, donc 1 huitième, 1 huitième, 1 huitième, 1 huitième. Et on va faire ça pour tout cela, en fait, pas 0, on s'en fout, mais tout cela, on va le faire. Donc, c'est très fastidieux, c'est très chiant. Et tu as su qu'il fallait faire ça en rapport avec la courbe? Non, pas du tout, c'est juste que tu le sais, en fait, que ton objet, il va être... ça n'a rien à voir, là. Vraiment, ça n'a rien à voir. Tu sais qu'on te donne ça, d'accord? Tu sais que c'est ton objet numérisé que tu vas devoir transformer en image numérique. Tu sais que c'est la réponse impulsionnelle qui fait que au milieu, tu auras un demi et autour, enfin du coup la moitié de la valeur du pixel, et autour, tu vas le diviser, on divise par l'intensité max sur LMH. Non, pas du tout. Non, 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 non. Je vous ai dit, la valeur du pixel au milieu, vous gardez la moitié au milieu, et l'autre moitié, vous allez la répartir équitablement dans tous les autres. Mais c'est écrit où que l'intensité du pixel doit être divisée par 2? Et c'est la base de c'est la base de la réponse impulsionnelle, genre. Ce qu'on disait tout à l'heure, genre en gros, si tu as un truc, si tu as un objet là, un point qui a une intensité de 1, c'est absolument pas ce trait là que je voulais faire. Au milieu, tu auras un demi, et tout autour, tu auras un quart. Voilà. Tac, tac. Et on ne se base pas sur H avec les 1/16, non. La moitié de 2, c'est pas un si. Ce que j'ai mis là. Pour le pixel du milieu. 1. Et puis après, tu as l'autre 1. Vu que c'est la moitié de 2, tu vas le diviser en 8. Donc en huitième partout. Et ici, tu as 1, donc tu fais 1 demi. Et puis l'autre demi, tu le divises par 8. Ça fait 1/16 partout. Donc vous avez ça. C'est bon pour tout le monde? Mais alors, ça sert à quoi H? H, il te permettait juste de savoir que tu avais mal échantillonné. Ouais, c'est ça. H, il te permettait de savoir qu'en fait, tu avais mal échantillonné parce que tu étais à plus de la LMH en dimension de pixels. Donc là, tu sais que forcément, tu as mal échantillonné, mais tu t'en fous. Là, on ne te demande pas est-ce que tu as mal échantillonné ou pas, on te demande juste de trouver l'image que ça va faire au final. Bon, du coup, celui-là, il va faire 1/16, celui-là, c'est 1/16 plus 1/16 de là. D'accord. Celui au milieu, ça sera 1 plus 1/16, plus 1/16, plus 1/16, c'est toujours celui du milieu, d'accord? Donc vous allez sommer pour chaque pixel toutes les réponses de tous les autres pixels, en fait. Ça fait ça. C'est très fastidieux, je sais, c'est très chiant. Ayez pitié de moi qui ai passé 1 heure à faire un tableau comme ça.
que ce soit propre. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, ici tu as un 16e parce que bah, tu n'avais qu'un 16e et il t'a influencé par rien d'autre. Ok. Ici, bah, il y a 2 fois un 16e parce qu'il est influencé, celui-là, par un 16e ici, un 16e ici et par rien d'autre. D'accord. Ouais, je sais, mais en vrai, en soi, genre Boudous, c'est genre 5 QCM de cours, ça se fait en 5 minutes. Scintigraphie, c'est des QCM de cours. Kotski, c'est quasiment que des QCM de cours. Il y a peut-être un QCM d'exo ou deux, genre vraiment, et ça se fait vite. Et l'OSA, bah, c'est soit QCM de cours, soit QCM de calcul. Donc en fait, dans le calcul, tu as peut-être 3-4 trucs à faire. Tu vois. Ça, c'est un tableau. Ça, c'est un tableau. Ça, c'est le même tableau. D'accord. Ça, c'est le même tableau. En fait, juste là, je t'ai divisé. Là. Genre, oui, t'es pas obligé de tout que. Enfin, genre, en vrai, tu t'es pas obligé de tout. De faire ça à chaque fois. Hein. Genre, tu te dis, bah, celui-là, il va être 2 fois. Genre là. Là. Attendez, je parlais duquel, je sais même plus duquel je parlais. Genre celui-là, là, il va y être 2 fois. Donc avec ici et ici. Et c'est tout, après il y sera plus. Voilà. Pareil, celui-là il y sera qu'une fois, celui-là 2 fois, celui-là 3 fois. Celui-là vous aurez un demi plus les 1/16 des autres. Et un huitième, bref, en fait, genre, faites pas tous les tableaux, quoi. Genre, raisonnez sur vos fractions et vous dites, bah, attendez, est-ce que je peux passer? Oui. Genre celui-là, il sera qu'une fois, celui-là 2 fois, celui-là 3 fois, ben, et pareil. Celui-là, ben, c'est un demi parce que c'était un des pixels où il y avait un. Pareil ici. Et puis c'est 2 fois, et puis un huitième parce que ben, c'est parmi le... C'est trop compliqué à expliquer, mais genre, voilà. En gros, vous faites ça, quoi. Si vous avez si vous avez pas de temps, faites pas tous les tableaux, mais genre, est-ce que c'est clair pour tout le monde au moins ça? Ouais, moi j'ai juste une question parce que du coup là, donc j'ai compris toute la somme et tout. Juste au milieu là, quand tu fais, non sur la diapo, Ouais. tu vois quand tu fais la somme d'un truc, ça fait bien 2 par exemple le carré du milieu. Tu vois? Enfin le en vert là, oui. Quand tu fais la somme, du coup ça fait tout. bien 2, donc ça fait l'intensité de base. Et sur la réponse impulsionnelle dans l'énoncé, ça fait pas le double de la valeur qui est au milieu. Du coup je comprends pas. C'est pour moi du La coup réponse si impulsionnelle, ça fait pas le double de la valeur qui est au milieu. C'est-à-dire sur, quoi? tu peux montrer l'énoncé s'il te plaît? Ouais. Oui, voilà. Ouais, voilà. Ouais. Là, au niveau de H, vu qu'au Ouais. milieu, il y a un demi, Ouais. pour moi, sur les côtés, du coup, ça serait le 1/4 qui est divisé par 8. Oui. Mais non, en fait, c'est un demi qui est divisé par 8. Ah oui, d'accord, oui, ok. Ok. Ah oui, à chaque fois, on prend l'autre moitié et on part du principe que c'est 1, en gros. Pour quand il donne la valeur, la Ça réponse aurait pu être autre impulsionnelle. chose. Là, c'est pas le cas. Hein. Regarde. Ça aurait pu être autre chose. En fait, genre, on s'en fout, en fait. Genre, en fait, juste, il faut que tu comprennes que pour avoir au moins un pixel qui rend compte de l'intensité de ton objet, il faut que tu aies la dimension de ton objet qui soit à 2 fois la LMH. D'accord? Mais l'intensité de ton objet, ça peut être 5. Hein. C'est pas forcément 1. Tu vois? D'accord, donc à chaque fois, au milieu, on met la moitié et l'autre moitié, on la répartit. C'est ça, exactement. D'accord, ok. Ok, C'est merci. ce que tu fais pour celui-là, en fait. Hein. Donc, c'est bon pour tout le monde? Pardon, Siam, de te déranger encore avec ça, mais genre, je comprends pas quand tu les additionnes tous, en fait. Tu vois, genre, par exemple, celui-là, hein, tu vois, il est au milieu. Oui. C'est celui-là. Celui-là, c'est le même que celui-là. D'accord? Il est toujours au milieu. C'est le même que Le celui-là. 1/16 ou le 1/2? Regarde, attends. Celui-là, hein, Oui, c'est un 16e. oui. C'est le pixel du milieu. Ok. Celui-là, c'est 1, c'est le pixel du milieu. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord, ok.
Oui, ok, Après, d'accord. tu vois, C'est à juste chaque qu'il fois, faut je que tu t'ai les mettes tous détaillé, genre, ensemble. j'ai considéré que celui-là, genre, je considérais pas les autres, justement pour te Ok, montrer comment ça marche. Celui-là, d'accord, oui, c'est superpose en fait. oui, voilà, après, ça se Ok, superpose sur un seul. Mais je te les ai pas. d'accord, ok. Ouais, genre, après, ça se superpose sur un seul, mais genre, c'est pour te détailler à chaque fois lequel je mets, lequel je mets pas. D'accord, désolé, j'avais pas compris comme ça. T'inquiète. Bref, du coup, au milieu, bah, vous faites vos calculs, hein. Voilà. Et faites-le stratégiquement, genre, vous savez que celui-là, ça va être le même que celui-là, que celui-là, que celui-là, que celui-là, que celui-là, celui-là, que celui-là. Les extrémités vont être les mêmes aussi. Ceux-là, pardon, celui-là, 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 ça va être les mêmes aussi. Bref, vous avez compris, genre, faites le stratège. Et après, bon, les QCM, on nous dit quoi? Alors, pixel objet P33 subit un effet de volume partiel dans l'image I. P33, c'est lui. C'est celui du milieu. C'est celui-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est vrai. Parce que, en effet, sa valeur image est inférieure à sa valeur initiale. Bah, 3,5, c'est moins que 2. Donc oui. Vous n'avez pas un pixel qui rend compte de l'intensité max de l'objet. Genre là, vous voyez, c'est 2. Mais en vrai, si on avait bien échantillonné et que tout était bon, ici, au lieu d'avoir 3,5, on aurait 2, parce qu'il y aurait au moins un pixel qui rendrait compte de l'intensité de l'objet. Ça, c'est l'objet, ce qu'il nous disait dans l'énoncé, hein, d'accord. Objet numérisé, donc c'est un objet. Vous avez au milieu l'intensité qui est de 2. Et vous voyez que quand on passe sur l'image, on a 3,5. Donc même le pixel central qui est censé être celui qui a la plus grosse intensité, il ne rend pas compte de l'intensité totale de l'objet. C'est pas égal à 2, donc en fait, bah, c'est qu'il y a un volume partiel. Okay. Ensuite, les pixels sur les bords, ils subissent aussi un effet de volume partiel. En fait, c'est genre ton objet qui a un effet de volume partiel, genre. Mais oui, du coup, pixel objet, oui. C'est pareil pour tous. Volume partiel, ça veut juste dire que tu n'as aucun pixel qui va rendre compte de l'intensité max de ton objet. C'est un lissage du coup sur les bords. Ouais, c'est ça. Bref, la valeur du pixel image 3, 4. 3, 4, c'est celui-là. Et 5 huitièmes. 3, 4, c'est celui-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 7 huitièmes, c'est bon. Ok. Tout va bien. Du coup, ouais, 7 huitièmes. En fait, depuis tout à l'heure, je me casse le cul pour rien parce que ça a été. Donc là, c'est 7 huitièmes. Donc on proposait 5 huitièmes, donc c'est 7 huitièmes, donc c'est faux. Item E, on nous disait que c'était 3 quarts. Bah, c'est bien 3 quarts. Voilà. C'est bon pour vous? Bon, après, les CDE, une fois qu'on a l'image, ça coule de source, hein. Ok. Siam, Oui. est-ce que tu peux expliquer juste comment on trouve la LMH dans l'item A? Ok. Merci. Ça, c'est ta réponse impulsionnelle, d'accord? C'est bon pour toi? Ouais, c'est C'est ce bon qu'on ça. te dit dans l'énoncé, hein. On Ouais, te dit que H, c'est la réponse impulsionnelle. Donc, tu vois que ton intensité max de ta réponse impulsionnelle, donc ça, c'est ta réponse impulsionnelle, on est d'accord, la courbe de Gauss. ouais. Ton intensité max, c'est 1,5. Donc 1,5, c'est ton intensité max. Tu sais que ta largeur à mi-hauteur, c'est la largeur de ta courbe à la moitié de l'intensité max. Donc la moitié de ton intensité max, bah, c'est la moitié de 1,5, c'est un quart. Donc tu sais que ta largeur à mi-hauteur, elle est là. Oui, c'est bon. T'as pas le chiffre exact, on est d'accord, mais on s'en fout. Non, en fait, c'est pas vraiment comment placer la MMH, c'est plutôt comment tu sais que la taille D, elle est plus grosse en bas qu'en haut. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, tu vois, genre normalement, si tu avais bien échantillonné en faisant Shannon, Oui. tu aurais ici la LMH divisée par 2. Oui. Donc la taille de ton pixel qui serait LMH divisé par 2. Donc ici,
ce serait un demi, ici, ça serait un quart, et ici, ça serait un 16e. Sauf que toi, tu n'as pas ça. Celui-là, il te fait un demi, celui-là, il te fait un 16e. Ok, oui. En Donc en fait, fait, il te manque un la pixel distance ici, là, D, tu vois. Quoi? la distance D, en fait, c'est la distance entre les deux valeurs. Genre, par exemple, entre un demi et un 16e. Ouais, c'est ça. Ok. Alors que en Genre, haut, tu vois, c'est. genre celui-là, c'est pareil que ça, en fait. Ouais, voilà. Ok. Genre, Alors qu'en haut, avec le théorème de Shannon, on aurait eu un quart. Et du coup, la distance entre un demi et la prochaine valeur qui est un quart, eh ben, elle est plus petite. Ok, c'est bon. Merci. ok. C'est bon pour tout le monde. Ça, c'est fastidieux, mais genre, on finit par trouver le bon truc, quoi. Ça vous va? Mais juste du coup, à la fin, l'échantillonnage, il est toujours pas bon, car enfin, 3 demi divisé par 2, Mais il ça sera jamais donne... bon. Parce que de tous les cas, t'avais pas le bon truc, genre, à la base. Comment ça, il est pas bon l'échantillonnage? Ça veut dire quoi, ça, déjà, à la base? Mais genre, 3 demi divisé par 2, ça donne pas 7 huitièmes. Oh, mais là, t'as une superposition, là, hein. Ton 7 huitième, c'est un demi plus 4 fois 4 sur 16, enfin 4 fois 1 sur 16, d'accord, plus un huitième, parce que ce pixel-là, d'accord, c'est ça. C'est ce pixel-là, donc un demi, quoi. Ok, C'est celui-là d'accord. plutôt. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, ouais. Ça, un demi, plus un 16e, plus un 16e, plus un 16e. Oui, oui, ça j'ai compris. Je me trompe. Bon, t'as compris. Ben alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ok, c'est bon, c'est bon. Je sais pas pourquoi tu. Je sais pas c'était quoi ta question, mais ok. Je sais pas c'était quoi ton problème, merde. C'est bon pour Lucas et Juliette? Oui, mais comment tu sais, pourquoi tu prends un demi en LMH? C'est parce qu'il y a un demi au milieu? La LMH, c'est pas un demi, hein. Ben non, mais sur ton graphique, là, dans la La diagonale. LMH, mais ça, c'est Shannon, hein. Ah, ok. Mais non, mais là, un demi en bleu. Et ça, c'est ça. Mais c'est écrit. Ah, ok, d'accord. Ah, voilà, ok. Vas-y, merci. En gros, Ils sont perdus, wesh. Bon, bah vous regarderez l'enregistrement, les gars, hein. On va avancer parce que sinon on n'y arrivera jamais. Bon, voilà, c'est moi actuellement. C'était drôle. RIP encore groupe G et groupe H. Bon, allez, let's go. Alors, QCM4. Oh, celui-là, il est pire. Oh là là, ça va être la mort. On va. Est-ce que je peux faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là, on a H avec. En gros, là, ce qu'on va avoir, c'est les trucs où on va avoir la largeur et la hauteur. Ce qu'on a fait tout à l'heure au petit truc en bas. Oui, Ok, c'est bon. oui, exactement. Je sais pas trop. Bon. Tac. Bon, alors, du coup. C'est quoi que je voulais dire? Il n'y a rien qui va. Taille de grave. Bon, ok. Alors, du coup, celui-là, lisez l'énoncé parce que c'est pas la même chose que les autres. Là, ça c'est important, genre I entier en centimètres. Genre là, c'est 0 centimètre, donc c'est au milieu. Ça, c'est à 1 centimètre. Ça, c'est à 2 centimètres. Et I, c'est à plus de 2 centimètres. Et on s'intéresse à l'image d'un objet cubique de 5 centimètres de côté et d'intensité 1 dans un signal de fond nul. En inigo. Ça, c'est moi qui l'ai fait, il est beau, non? Bon. C'était quoi l'item A? La largeur à mi-hauteur de cet appareil est de 2 centimètres. Bon, on fait pareil que tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? Dire que on sait que l'intensité max, donc H0, ici, on nous disait quoi? Que H0, c'était 2 sur 5, donc c'est le max.
On divise par 2, 2 sur 5, ça fait 1 sur 5. On divise par 2, 1 sur 5, ça nous fait 1 sur 10. Ok. Et la LMH, c'est la moitié de l'intensité maximale, donc la moitié de 2 cinquièmes, donc c'est 1 cinquième. Donc la largeur à mi-hauteur, c'est ça. La largeur à mi-hauteur, c'est pareil que ici. Vous savez que là, c'est 0 cm, là, c'est 1 cm, et là, c'est 2 cm. Donc ça fait 2 cm. C'était grave expéditif, mais en fait, c'est ça. Attends, tu peux redire s'il te plaît pour les centimètres? Tu vois, là, on te dit que H0, il est à 0 cm, donc il est au milieu. H1 et H-1, ils sont à 1 cm, forcément. 2, c'est à 2 cm, et ici, c'est à plus de 2 cm. Donc H0, il est là, au milieu. H1, il est à 1 cm. H2, il est à 2 cm. Tu fais ta courbe. Tu sais que du coup, H0, c'était 2 cinquièmes, c'était l'intensité maximale. À 1 cm, tu as la moitié de ton intensité maximale, tu as 1 cinquième. Et à 2 cm, tu as la moitié encore. Donc, tu as la LMH, c'est la moitié de ton intensité max, enfin, la largeur à la moitié. Et la LMH, c'est pareil que ici. Donc, c'est pareil que 0. C'est pareil que 2 cm. En fait. Ok, merci. Okay. Sûr? Tu fais une tête perplexe. Non, parce qu'en fait, moi, j'avais mis 1 cinquième, mais j'avais pas compris qu'on... H0, c'était 0 cm, genre. Mais c'est écrit. C'est bon. Putain, c'est terrible. Genre, vraiment, c'est écrit. Genre, tu peux pas le deviner. Sinon, si c'est des centimètres, des mètres, des kilomètres, encore heureux. Bon. Ok. Là, la taille du pixel, c'est 1 cm. On parle pas de pixels pour l'instant. Pixels pour l'instant, donc on verra. La taille du pixel. Attends, on arrive. La valeur du pixel central dans l'image du cube n'est pas sous-estimée. Bon. Ici, on a la LMH. La LMH, c'est 2. D'accord. On sait que pour avoir au moins... Putain, mais c'est... Mais vire-le peut-être, non? Bon, du coup, je sais même plus ce que je disais. En plus, j'ai chaud. Okay. Je crois que j'ai viré une mauvaise personne. Pas une personne qu'il fallait pas. Désolé les gars. S'il y a quelqu'un qui s'est fait virer, il verra le replay. Attendez, je vérifie un truc là. Ouais, je crois que tu as viré la mauvaise personne. J'ai viré le mauvais, ouais. C'est exactement ce que je me disais. Mais non, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai viré le point. Oui, tout va bien. Bon, on reprend là où on en était. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, on disait que la LMH était égale à 2 cm. Et vous savez que pour avoir au moins un pixel qui rend compte de l'intensité max, de l'intensité de votre objet, il faut que vous ayez la dimension de votre objet qui soit supérieure ou égale à 2 fois la LMH. D'accord. Vous aurez un effet de volume partiel si la dimension de votre objet est inférieure à 2 fois la LMH. Or, on vous dit quoi? C'est absolument pas ça. On vous dit que la taille de votre objet, c'est 5 cm et que votre LMH, c'est 2. Donc 2 fois la LMH, c'est 4. Donc 5, c'est supérieur à 4. Donc il n'y a pas de sous-estimation. Quand vous allez pixeliser, vous n'aurez pas de sous-estimation du pixel central et donc pas de volume partiel. Ça vous va? Oui. Ok. Là, c'était simple. Pour la C, on me demande quoi déjà? La C, on dit dans l'image, le pixel à l'intérieur du cube est au contact de sa limite à une... Et au contact. Donc à l'intérieur du cube et au contact de sa limite à une valeur de 0,7. Donc on a tout ça. On a 2 sur 5, 1 sur 5, 1 dixième et 0. Donc, hop, on va dessiner la réponse impulsionnelle de chaque H0, H-1,
H2, etc. Donc, ici, une réponse impulsionnelle, ici, une deuxième réponse impulsionnelle, jusqu'à 2, en fait. Parce qu'après, à supérieur à 2, bah, c'est 0. Et on dit, du coup, la superposition des réponses impulsionnelles vont s'additionner, d'accord? On additionne les réponses impulsionnelles. Donc, on a 5 points pour ça. Donc, le principe, c'est quoi? On le fait pour 2 points. Ici, vous avez 2 cinquièmes, le rose, d'accord? Le rose, il vous donne 2 cinquièmes parce que c'est celui qui a 0. Et celui-là, il vous donne 1 cinquième parce que bah, c'est à la moitié de l'intensité max. Donc, vous allez avoir 2 cinquièmes plus 1 cinquième. 2 cinquièmes du rose plus 1 cinquième du vert. Donc, ça fait 3 cinquièmes. Ici, vous avez 1 cinquième, pardon. Et ici, bah, vous avez 1 dixième. Parce que c'est la moitié de la moitié. Donc, vous faites 1 dixième plus 1 cinquième. Ça vous fait 3 dixièmes. Et vous faites ça pour les 5 points. Ça va pour tout le monde pour l'instant? Donc, au milieu, pour 0, vous aurez le rose, c'est max, c'est 2 cinquièmes. Vous aurez le orange et le bleu. Le orange, putain, je suis daltonien de sa mère. Le orange et le vert, ils sont tous les deux à moitié de l'intensité max, c'est 1 cinquième. Et le bleu et le violet, les deux, ils sont à 1 dixième. Donc vous aurez 2 fois 1 dixième, donc 2 dixièmes. 2 fois 1 cinquième, pour celui-là et pour celui-là. 2 cinquièmes. 2 cinquièmes plus 2 dixièmes, plus 2 cinquièmes. 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ça fait 4 cinquièmes, plus 2 dixièmes, ça fait 4, 8, ça fait 9 dixièmes. Donc ici, vous avez 0,9. Et vous faites ça pour tous. Vous faites ça pour tous, et du coup, celui-là, c'est celui qui est au bord de votre image, enfin de votre objet plutôt. C'est le dernier qui vous donne. Et lui, il vous parle de quoi? Il vous parle de le contraste entre à l'intérieur du cube et au contact de sa limite. Donc au contact de sa limite, bah, c'est celui-là en fait, qui est toujours à l'intérieur du cube. Ça, c'est votre cube. Hein. D'accord? Vous avez bah, du coup 1 demi, plus 1, 2, 3, 4 et 1 demi, donc ça vous fait 5. Donc celui qui est au contact, le dernier pixel au contact, qui est à l'intérieur de l'objet et au contact de sa limite, c'est celui-là. Donc vous faites pareil que tout à l'heure. Le rose, il donne 1 dixième. Le orange, là, il donne 1 cinquième. Et le violet, il va vous donner 2 cinquièmes. Donc 2 cinquièmes plus 1 cinquième, 3 cinquièmes, plus 1 dixième, ça vous fait 7 dixièmes. D'accord? C'est ce qu'on a là, 7 dixièmes. Donc il est dans l'objet. Et il est à sa limite, parce qu'ici, on n'est plus dans l'objet, d'accord? Ce que je disais, c'est pour ça que là, vous avez la barre noire. Donc ici, c'est 7 dixièmes. Pas de souci. Ça va pour tout le monde là? Et ça, je comprends pas du tout, mais alors le refaire seul. Comment ça, comme ça, je comprends tout, mais alors le refaire seul, what the fuck? Bah ouais. Bah, en fait, c'est tout dans l'énoncé parce qu'il te parle de réponse impulsionnelle et pas genre de pixels dès le départ, tu vois. Enfin, au moins, tu l'as vu au moins une fois, donc si ça retombe, tu le referas, quoi. Donc voilà, et 1 pixel, 1 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre, parce que toujours Shannon, pardon, donc Shannon, on a dit la LMH c'était 2 centimètres, divisé par 2, ça fait 1 centimètre, donc vous allez échantillonner à 1 centimètre. Ce qu'on disait, ça c'est 1 centimètre, donc ça c'est la taille de 1 centimètre. Donc on observe bien. Ouais, on observe bien le lissage, bah forcément, hein, d'accord. Là on a 1, 9 dixièmes, 7 dixièmes, etc. Ok. Et du coup, la courbe violette, ici, c'est bien 7 dixièmes, mais c'est pareil en bleu. Donc c'est bien 7 dixièmes. Et item D, c'est quoi l'item D? Donc C était vrai, d'accord, c'est pour ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. D,
Dans l'image, le contraste entre le centre du cube et le fond est égal à 1. Le centre du cube, c'est 1, le cube central. Le fond, on vous dit que c'est 0. Le signal du fond est nul. Donc, vous faites la formule du contraste qui est I1 moins I2 sur ça. Donc, 1 moins le fond, ça fait 0. Sur 1, ça fait 1. Donc, voilà, à partir de là, c'est bon. Et après, on vous dit le contraste entre le centre du cube et le 1 pixel à l'intérieur du cube au contact de sa limite. Donc, celui-là ou celui-là, le contraste entre celui-là et celui-là, donc le contraste entre celui-là et celui-là. Donc, vous faites 1 moins 7 sur 10, sur 1 plus 7 sur 10, ça fait 0,18. Et du coup, c'est pas égal à 0,5. Voilà, voilà. C'est bon pour vous? Merde. Ouais, ok. J'ai pas compté entre fond et limite. Comment je peux t'expliquer ça? Tu vois, genre là, on te dit le contraste avec le fond pour la. En fait, tu vois, genre là, tu sais que ton cube, enfin ton carré, il est placé dans un signal de fond nul. Donc tu sais que ton fond, il a un signal de 0. Ok? Et on te dit entre le centre du cube. Le centre du cube, c'est 1 l'intensité. Et dans l'image, c'est pareil du coup. Dans l'image, c'est aussi 1. Et là, on voit qu'on a bien échantillonné justement parce que on a un pixel qui rencontre de l'intensité max de l'objet. Donc on a au moins un pixel qui est égal à 1, en sachant que l'objet à la base est égal à 1. Donc en fait, celui-là, c'est égal à 1, et ton fond, il est égal à 0 en fait. Ton fond, il est derrière, tu vois. Donc tu fais 1 moins 0 sur 1 plus 0. Ok. L'intensité d'un pixel sur le bord, c'est 1 normalement, non? Mais là, tu as mis 7 sur 10. L'intensité d'un pixel sur le bord, c'est 1. Ah, ça là? J'ai mis au hasard. En vrai, genre là, ça pourrait être I1 et I0, mais en fait, je me suis trompé. Genre là, au lieu de mettre 2, j'ai mis 0, je crois. C'était ça ton problème? Ouais, j'avoue que c'est con, mais. C'était ça ton problème? Pas la longueur, l'intensité. Prends le micro, je comprends rien. Prends le micro, je comprends pas du tout. En gros, moi, j'ai pas raisonné comme ça, j'ai raisonné comme l'exo juste avant. Donc, j'avais une espèce de matrice avec une matrice que j'avais mis en 5 sur 5 parce que je savais qu'il y avait 5 pixels sur 5 pixels. Et en fait, j'ai mis les bords, j'ai mis 1 pour chaque bord. Et après, j'ai mis 2 et après, j'ai mis 3 au centre. Donc, j'ai pas fait comme toi parce que là, sur ton graphe, tu as 1 au centre et 7 sur 10 sur les bords. C'est ça qu'il faut faire. Parce que dans l'énoncé, il y a marqué un objet cubique de 5 cm de côté d'intensité 1. Non, mais 1 cm de côté, virgule, d'intensité 1. Et là, il n'y a pas la virgule, en fait. C'est le centimètre de côté, en fait. Ok, mais donc l'intensité 1, mais en fait, pour ton objet, attends, ton objet, il a la même intensité de partout. Hein. C'est ton image qui aura un effet de lissage. Oui, ok. Ah putain, mais genre, t'avais mal compris, genre le français, là? Mais c'est centimètres de côté, mais ton cube, tout ton cube, partout, tous tes points, ils font 1 à la base, en objet. Et après, par l'imagerie, tu vas faire un truc de lissage, tu vois. Ok, d'accord. Tu vois, genre là, t'as un téléphone, ok, qui est branché, bon, ça va les couilles, mais genre partout, c'est la même intensité. Genre là, sur les bords, c'est pas gris, tu vois. C'est ce que je veux dire, je comprends. partout, c'est 1. Ok, ouais, c'était du français, là. Du français pur. Voilà. Ouais, mais du coup, oui. Voilà, merci. t'inquiète. Bon, voilà, ça va, maintenant, c'est mieux. Je vous jure, je me jure, c'est dur le français. C'est sûr, toi, tu lis même pas, déjà, là, c'est pas mal.
C'est bon pour vous? Pour tout le monde? Ok. Bon, celui-là, je voulais récup parce qu'il était dans son poly. En gros, bah, celui-là en art. Art, vous vous rappelez? Art, c'est quoi? C'est on calcule la projection, d'accord? On fait la somme, la projection estimée. On va faire la différence. Attention, c'est pas le rapport parce que là, c'est la différence en art. Donc 45 moins la projection estimée. Donc cette différence qu'on aura obtenue, on va la normaliser par le nombre de pixels, donc on va la diviser par le nombre de pixels. Et après, on va ajouter cette différence normalisée à chaque pixel. Donc, c'est ce qu'on fait là. Donc, on va calculer la différence. Projection mesurée moins projection estimée. Donc là, 1, 3, 1, ça fait 5. On fait 45 moins 5, ça fait 40. Pareil ici, ça fait 10. 90 moins 10, ça fait 80. Ça va pour tout le monde pour l'instant. On normalise. Donc le 40, on va le diviser par 3, parce qu'il passe par 3 pixels. Du coup, ça fait 40 tiers. Et donc, on va ajouter à chaque pixel sur la ligne 40 tiers. Donc, on va faire 3 plus 40 tiers, 1 plus 40 tiers. On a ça. Et ici, on fait la même chose. On va faire 3 plus 80 tiers, 4 plus 80 tiers, etc. En ligne, toujours. Une fois que c'est fait, on va refaire la même chose une deuxième fois. Donc, on calcule la somme, donc la projection estimée. On va diviser la projection mesurée. On ne va pas du tout diviser, on va faire la différence entre la projection mesurée et la projection estimée, d'accord? On fait la différence, on trouve ça. Ici, négatif, parce qu'on fait 45 moins un truc qui est plus grand. Donc, on va trouver une valeur négative. Et on va encore normaliser par le nombre de pixels. Donc, on va diviser ça par 3, on va diviser ça par 3, on va diviser ça par 3. Donc, ça va faire moins 49e, 89e, moins 49e, d'accord? Et on va ajouter ça à chaque pixel. Okay. Donc ici, on a 40 tiers, moins 40 tiers divisé par 3, donc moins 49e. Donc on va faire 40 tiers moins 49e. 89 tiers moins 49e. 43 tiers moins 49e. Ici, la même chose, mais ce sera plus parce que c'est positif, c'est tout. On fait ça, on garde en fraction toujours. On trouve ça, d'accord, chaque fois, on trouve ça. Et quand on fait la somme, on trouve 45, on trouve 90. Vous aviez réussi à faire ça? Oui, non. Je peux mettre le diapo 1, 2 secondes. Lequel diapo? Celle-là? 2. Tiens. Oui. Le 1, là devant le 1 plus 40 tiers, le 1 c'est quoi déjà? C'est celui-là. Ta valeur de pixels. Ok. Merci. C'est ça? C'est ça ta question? En fait j'ai tout fait mais j'ai pas fait le 1 et 3 et 1 et tout, du coup j'ai tout faux. Mais bon, c'est bon. Ah oui, mais parce qu'après tu rajoutes. Ah oui, ok. Alors, je vous explique un truc. En art, c'est la différence, on va ajouter à chaque fois au pixel, et en MLEM, c'est le rapport et on va multiplier la valeur du pixel toujours. Voilà. Je sais pas si c'était clair. Dans ce qu'on avait fait, il n'y avait pas ce 1 là à chaque fois. Oui, on avait Mais là, c'est 1, mais ça aurait pu être autre chose, tu vois. Genre là, c'est 3. Parce qu'on avait commencé de 0, non quand Oui, on avait commencé de 0. Ah, c'est pour ça. en fait. Ok, d'accord, c'est bon. Oui, du coup, mais quand c'est pas 0, tu utilises autre chose, quoi, tu vois. Tu utilises la valeur de ton pixel. Voilà. C'est bon pour tout le monde. Le groupe G et H en PLS. Rigoler. Voilà. Ok. Allez, on va commencer les choses sérieuses. Putain, ça fait déjà 2 heures, les gars. Non, même pas, ça fait 1h30. Vous voulez une pause? Bon, pause, prends, hein, t'inquiète. Allez, pause. Oui, j'ai un objectif du cours. Mon code ski, c'est le 100, genre, pas trop se prendre la tête. Code ski, c'est du basique, c'est tout le temps la même chose. Vous avez vu l'année dernière, ce qu'il a mis au concours, c'était éclaté au sol.
Donc, Kotsky, c'est du classique. Faites les annales, vous allez voir, c'est toujours la même chose. Et c'est ça qu'on aime. Donc, ça fait du bien après Mariano, ouais, c'est ça, de ouf. Kotsky, c'est un dinosaure, mais on l'adore. Oh, ça rime. Du coup, les objectifs, donc ben voilà, c'est ça. Miskin, j'avoue, en plus, il est adorable ce gars. Donc, technique d'imagerie, en utilisant les rayons X, contraste, base sémio. Je comprends toujours pas pourquoi ils mettent sémio, c'est fou, mais bon, on va dire que c'est ça. Et exemple d'application, mais ça, on va pas le faire parce que flemme. Bon, 4 techniques d'imagerie, radio, ok, médecine nucléaire, donc tout ce qui est SENTI, par exemple. Imagerie par ultrason, donc écho et IRM. Voilà, ça c'est la base. Les contrastes, c'est pareil que chez Mariano, hein, ça n'a pas changé. I1 moins I2 sur I1 plus I2. Et l'atténuation, c'est pareil que chez Mariano. C'est I0 fois exponentielle moins mu x, mu le coefficient d'atténuation, et x l'épaisseur. Et voilà. Donc, deux tissus seront bien individualisés si leurs intensités transmises respectives sont différentes. Ainsi, si l'on veut bien observer un contraste, il faut un produit mu-x différent. C'est bien le produit mu-x qui sera différent. Parce qu'imaginez, vous avez un mu très grand et vous avez un x très petit. Ça fait 1, par exemple. Et vous avez un mu très petit, mais un x très grand sur l'autre truc. Ça fait 1 aussi, le produit mu-x. Donc en fait, au final, ça sera pareil, le produit mu-x, donc il n'y aura pas de contraste. Parce que tout ça, ça sera pareil. Donc c'est bien, Salomé craque avec les filtres. J'avoue. Tu sais que je te vois, Salomé, tu me perturbes. C'était grave. Bref, du coup, c'est bien le produit mu-x qui doit être différent et pas juste un mu ou un x. Genre, vu que ça va ensemble, si ça se compense les deux et que tout ça c'est égal pour les deux tissus, vous n'aurez pas de contraste. Bref, voilà la petite digression, mais c'est un peu important. Voilà. Donc l'atténuation, c'est toujours I égale I0 fois exponentielle moins mu x. Ça va pas changer. Et l'intensité, elle va dépendre de quoi? Elle va dépendre de la densité des tissus, logique, de l'épaisseur, logique, et de l'énergie du rayonnement. Ça, c'est moins logique, mais en vrai, si, c'est logique. Donc, densité des tissus, forcément, si vous avez un tissu qui est très dense, votre intensité, elle va être très réduite. Si vous avez une épaisseur très grande, votre intensité, elle va être réduite. Et si vous avez une énergie de rayonnement différent, ça va changer. Pourquoi? Parce que si vous avez une énergie qui est très grande, vous aurez moins d'atténuation. Pourquoi? Vous avez beaucoup d'énergie comme ça, vous êtes costaud et tout, et vous traversez n'importe quoi comme du beurre, comme un fou, vous allez à toute vitesse, vous passez à travers... j'allais dire une connerie, mais on est... Attendez, je voulais le mettre dans le chat. Voilà, parfait. Ça passe comme du beurre, et ça passe très bien, donc si vous êtes très fort et très énergétique, vous serez très peu atténué. C'est ça que je veux dire. Le coefficient d'atténuation, pareil, genre, si vous avez très peu d'énergie, vous allez aller à 3 à l'heure, et du coup, vous allez interagir avec tout le monde. Genre, si vous courez, vous faites un jogging, vous êtes là, vous êtes dans votre truc, vous ne captez pas les gens, vous vous tracez, et si vous faites votre petite promenade, vous rencontrez des gens, vous restez, vous parlez et tout, bref, vous mettez votre vie, et vous êtes atténué. Bref, la petite analogie. Le coefficient d'atténuation mu, c'est cette formule-là, je vous conseille de l'apprendre un peu. Ouais, merci. Donc, ça dépend de quoi? De ρz. ρz, c'est quoi? ρz, c'est la densité, forcément. Ce qui paraît logique, ρ, c'est la masse volumique. Et z, c'est le numéro atomique. Numéro atomique? Je sais pas. Bref, vous avez compris. Du coup, plus on est vers les Z grands dans le tableau périodique, plus on est mastoc. Et ρ, pareil, la masse volumique, plus elle augmente, plus on est massif, plus on est dense. Et l'énergie des rayonnements, c'est E au cube. Donc mu des plans est inversement proportionnel à E au cube. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez E qui augmente,
mu va diminuer beaucoup, donc le coefficient d'atténuation va beaucoup diminuer. Et s'il diminue beaucoup, bah, vous serez très peu atténué. Donc si vous êtes très énergétique, vous passez comme j'ai dit dans le chat. Voilà. Petit rappel. Donc, sur effet photoélectrique et effet Compton. Pas du tout. Si, c'est ça, diffusion Compton. Donc, photoélectrique, je vous l'ai expliqué avec Mariano, c'est quoi? C'est, vous avez un photon, vous allez le lancer à toute vitesse sur un atome. En gros, votre photon, bah, il va taper un électron, genre ça, il tape l'électron, et l'électron, il se barre, et votre photon, il s'arrête. Genre, il va donner toute son énergie cinétique à l'électron qui sera éjecté. Donc, votre photon, il s'arrête, votre électron se barre, il laisse une place dans une orbitale. Donc, vous avez des électrons qui vont faire un réarrangement électronique, donc ils vont redescendre, et en redescendant, ils vont émettre un photon de fluorescence. Okay. Vu qu'ils perdent de l'énergie en redescendant, cette énergie, il est émis en quoi? Il est émis en photon de fluorescence. Et ça, c'est l'effet photoélectrique, et c'est la base du contraste. Jusque-là, tout va bien, ça je l'ai déjà expliqué avec Mariano Le Sang. Compton, c'est quoi? C'est le même principe. C'est exactement le même principe. Vous lancez un photon qui va taper un électron, sauf que là, c'est quoi le problème? C'est que votre photon, il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas donner toute son énergie. Le photon, c'est un peu un bâtard, genre, il en garde un peu pour lui. Il dit, moi, je vais continuer ma route, mais je vais partir dans un autre chemin. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez votre photon là, qui va taper un électron. L'électron, il va être projeté, il va être dévié, enfin, il va être projeté, il va partir avec une certaine énergie cinétique. Et votre photon que vous avez lancé, il ne va pas s'arrêter ici. Il ne va pas donner toute son énergie. Il va avoir une petite énergie qui va rester et qui va lui permettre d'être dévié et de continuer sa route. Donc c'est un photon qui nous casse les couilles. Pourquoi? Parce que ce photon, on ne sait pas d'où il vient en fait. Donc quand vous allez faire une image, c'est un effet indésirable, c'est ce qui va faire du flou. Parce que vous aurez des photons qui seront déviés et on ne saura pas d'où ils viennent. En fait. Donc il nous fait chier. Voilà. Et du coup, effet photoélectrique, on a des photons de fluorescence. Et c'est les photons de fluorescence qu'on mesure pour faire des images. Voilà. Et la diffusion Compton, elle nous casse les couilles parce qu'on a des photons qui viennent de partout, qu'on n'a pas besoin en fait, clairement, de peu d'énergie en plus. Et il nous dit qu'on utilise un collimateur. Un collimateur, c'est quoi? C'est genre un filtre qu'on va mettre pour enlever tous les photons qui sont très peu énergétiques. Forcément, ce photon-là, il a donné une masse d'énergie à l'électron. Du coup, il est ralenti, quoi, forcément. Il a moins d'énergie. Et si on met un filtre, tous les photons qui auront moins d'énergie vont être arrêtés. D'accord? Du coup, c'est comme ça qu'on essaie de pallier à la diffusion Compton. Ouais. Jusque là, normalement, ça va. Donc, 3 interactions. Interaction électromatière. C'est ce qu'on a quand on va faire taper. Donc, quand on a un tube de Coolidge, je crois que c'est ça. Quand on va lancer un électron à fond les ballons et que on va le faire atterrir sur une anode, l'électron il va taper l'anode, il va taper les atomes de l'anode, il va interagir avec. Donc l'anode c'est quoi? Je sais pas, genre c'est du métal, donc c'est de la matière, et vous aurez une interaction électromatière à l'origine des rayonnements X. Je vous explique dans 5 minutes, ne vous inquiétez pas. Donc ça c'est électromatière dans le tube rayon X, électron-anode. Interaction photon-matière. Donc vous avez des photons X, ceux-là là, qui vont passer par le petit bonhomme, votre patient, vous êtes irradié, votre photon il passe à l'intérieur de votre tissu. Votre tissu c'est quoi? C'est de la matière, hein. Donc vous avez des atomes, et votre photon, il va faire de l'effet photoélectrique ou de la diffusion Compton. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. Votre photon, il va soit taper un électron, être arrêté, l'électron va être projeté, vous allez faire des photons de fluorescence, soit ce sera de la diffusion Compton, c'est-à-dire que votre photon ne sera pas arrêté complètement, il va être dévié, et ça va nous faire du flou, et ça va nous faire chier. Et du coup, c'est cette interaction-là qui fait l'image radiante. Interaction photon X matière. Matière étant le patient. Et vous avez une autre, on est là, hein.
Vous avez. C'est quoi cette merde à côté? Bon, bref, on s'en fout. C'est maintenant que je m'en rends compte, genre, c'est terrible. Là, vous avez vos photons. C'est des photons de fluorescence, rappelez-vous. Donc, on a fait de l'effet photoélectrique ici. L'électron se barre. Vous avez un réarrangement électronique. Vous faites des photons de fluorescence. Ces photons de fluorescence qui vont être émis. Et ces photons de fluorescence, ils vont interagir avec votre détecteur. Donc, vous aurez, pareil que tout à l'heure, en fait, photons qui vont faire des effets photoélectriques, etc. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une image radiologique. Ça va pour vous? Donc, 3 interactions. Électromatière, photomatière, photomatière. Une qui fait de l'image radiante à ce niveau-là, et l'autre image radiologique. Ça va pour tout le monde? Juste l'image radiante, c'est la silhouette du patient, c'est ça? Tu peux répéter? L'image radiante, Ouais. c'est la silhouette du patient ou En fait, l'image radiante, si tu veux, c'est l'inverse c'est le négatif, si tu veux, de l'image radiologique. Tu vois, en fait, là, tu vas mettre tes rayonnements. Si là, tu as un truc très dense, à la sortie, ton rayonnement il sera très atténué. Du coup, tu vas avoir un truc blanc. Ah oui, oui, c'est vrai. Un truc blanc en mode tu as peu d'énergie, tu vois, donc tu as peu de rayonnement, donc tu vas avoir peu de rayonnement. Et ici, si tu passes dans un truc où tu n'as rien dedans, tu vas être peu atténué. Si tu es peu atténué, tu as plein de rayonnement. Et si tu as plein de rayonnement, ça va te faire plein de rayonnement. Ah oui, il y a Donc en Iram, fait, c'est l'inverse. chat, il a dit que en fait, c'est virtuel, en gros, l'image radiante. Ouais, c'est virtuel. Ouais, ok, ça marche. C'est virtuel parce que tu le vois pas en fait. Ouais, Hein. c'est... Voilà. Alors, le petit tube de Coolidge, ce qui nous permet de faire des rayonnements X, des rayons X. C'est quoi le principe? Vous avez un tube, une cathode, une anode, plutôt une cathode, une anode, d'accord? Cathode, c'est négatif, anode, c'est positif. Vous lancez des électrons et entre les deux, vous avez un courant électrique. Vous savez que votre courant électrique, plus vous faites le vide à l'intérieur, forcément, sinon c'est con. Votre électron, il va aller vers l'anode parce que l'anode, c'est le positif. Et si vous mettez un grand courant électrique, votre électron il va être accéléré et il va taper sur l'anode. Donc plus vous avez un courant qui est grand, plus vous allez accélérer votre électron. Parce qu'il va aller de plus en plus vite vers l'anode, hein, forcément. Voilà, et en interagissant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, électromatière, donc électron anode, vous allez faire des rayonnements X, et c'est quoi le principe? Le principe, c'est ça. Vous lancez un électron méga vite sa mère. En fait, autour de ça, c'est par exemple un atome de votre cathode, pas du tout, de votre anode. Et tout autour, vous avez des électrons, d'accord, qui tournent, nuage électronique, logique. Et en fait, le problème, c'est que l'électron, c'est une charge négative. Les électrons du nuage électronique, c'est des charges négatives aussi. Et en fait, le négatif avec le négatif, ça s'aime pas trop. Du coup, il va être dévié. Forcément, c'est une charge électrique, elle va être déviée, c'est comme des aimants, en fait. Du coup, ça va être dévié, et le fait qu'il soit dévié, il va être freiné, et le fait qu'il soit freiné, il va perdre de l'énergie cinétique, et cette énergie cinétique, elle ne disparaît pas, elle est réémise en rayon X. Le fait qu'il soit freiné et qu'il perde de l'énergie cinétique, cette énergie va être transformée en rayon X. Donc c'est des photons, hein. Au cas où il y a des gens qui se posent encore la question. Rayon X, rayon gamma, tout ça c'est des photons. Donc si on a un électron qui est non dévié, donc qui continue, il s'en bat les couilles, genre il n'est pas du tout freiné, il ne perd pas d'énergie, du coup il n'y a pas de rayonnement de freinage, il n'y a pas de rayon X. Et s'il est complètement arrêté, toute son énergie cinétique va être transformée en rayon X. Ça va ça. Donc EC est égal à E fois V. Voilà, logique. Et V, c'est le courant que vous avez dans votre tube là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, plus vous avez un courant qui est grand, plus vous aurez une énergie cinétique qui est grande, forcément parce que vous allez accélérer un max votre électron. L'énergie max de votre électron, c'est H nu, nu max. Nu, c'est la fréquence. D'accord. La fréquence, c'est sur lambda. D'ailleurs, c'est pas lambda max, c'est lambda min. Je me suis foiré. D'ailleurs, ça va pas du tout. Ça me dérange. Je vais de suite corriger cette merde.
Pourquoi j'y arrive pas? Ah, c'est bon. Je fais mes petits trucs là et tout. Bref, voilà. Ok, nickel. Donc, c'est l'andamine, forcément. Et voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et donc, vous aurez des valeurs de rayon X entre 0 et E max, forcément. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si votre électron, il va à balle, énergie cinétique à balle, il va méga vite et il s'arrête. Toute son énergie cinétique sera transformée en rayon X. Donc votre rayon X, il aura E max, donc énergie cinétique maximale de votre électron, en rayon X. Si il est un peu dévié, il est un peu freiné, il va donner, je sais pas, genre 3/4, vous aurez 3/4 de l'énergie maximale. S'il n'est pas du tout dévié, il s'en bat les couilles, il passe et il ne produit pas de rayonnement X et donc c'est 0. En gros, c'est ça l'histoire. Et donc, vous aurez un spectre continu parce que vous aurez toutes les valeurs possibles entre 0 et l'énergie maximale. Donc, spectre continu, tout va bien. Ouais, ça j'ai oublié de le dire par rapport au tube de Coolidge. Vous avez 3 paramètres, donc le flux d'électrons qui est géré par le courant électrique et votre tension. La direction des rayons X, là vous avez votre anode, vous pouvez l'incliner plus ou moins pour avoir des rayons X plus ou moins inclinés. Et la largeur du faisceau, ici vous avez un diaphragme. Si vous fermez le diaphragme, vous aurez un faisceau plus fin. Voilà. Rayonnement caractéristique. Donc là, on était quoi? On était en spectre continu, c'est la base. Mais vous avez aussi des rayonnements caractéristiques. Alors, question sans doute très con, mais du coup, des rayons X, c'est des photons, vu que ça vient des rayonnements de freinage. Exactement, c'est des photons. Rayons X et rayons gamma, ce sera toujours des photons. Tu vois, genre là, j'arrive même pas à voir. Là, c'est transformé en photon. Ouais, c'est transformé en photon. C'est une onde électromagnétique. Voilà. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on disait? Rayonnement. On m'aurait déjà frappé sinon. T'inquiète. Bon, du coup, émission de ré caractéristiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Je sais même plus ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Donc là, vous lancez votre électron, c'est la base. Votre électron, au lieu d'être dévié, d'accord, au lieu d'être dévié et de faire un rayon X, là, vous allez avoir une interaction électron-électron. Donc en fait, votre électron, il va taper un autre électron, genre c'est la pétanque, il tape l'autre électron, l'électron se barre, et en fait, vous avez une place qui se libère, lui, il redescend, et il émet un photon de fluorescence, toujours. Mais du coup, là, c'est plus en effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'était exactement le même principe, sauf que c'était un photon. Là, c'est un électron. C'est la pétanque. C'est juste que l'électron est plus petit que... Non, pas du tout. En fait, juste votre électron, c'est autre chose qu'un photon, mais il peut aussi taper l'électron. Et du coup, pareil, ça libère une place. Ici, lui, il descend et il perd son énergie. Et cette énergie, c'est émis en photon de fluorescence. Voilà. Donc ça fait des raies caractéristiques, et ça c'est dû à quoi? Ces raies caractéristiques, elles sont dues au matériau de votre anode. En fait. Ça dépend de votre noyau en fait, enfin de votre noyau, de votre atome en général. Parce que vous savez, entre chaque atome, il y a une différence entre K et L, encore les couches. Et en fait là, entre K et L, potentiellement pour, je sais pas, je vous dis de la merde, pour un atome d'aluminium, genre c'est 5000 kiloélectrovolts, je dis n'importe. Et pour un autre, ce sera 5. Donc en fait, la transition, elle fera un rayonnement soit de 5000, soit 5, selon votre atome. Alors, je sais pas si c'était clair, mais en gros, c'est le principe. Donc, c'est des rayonnements caractéristiques de l'anode. Caractéristiques de l'anode, donc selon votre atome, votre matériau, vous aurez des caractéristiques qui seront différentes. Et vous avez un effet d'auto-absorption, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous émettez des photons de faible énergie,
bah, votre photon, il va faire quoi? Il va en sortant, il va interagir avec d'autres trucs et vu qu'il interagit avec d'autres trucs, énergie et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a une faible énergie, on prend son temps, on est en balade et on interagit avec tout le monde. Donc en fait, vu qu'il interagit avec tout le monde, il va faire des effets photoélectriques et s'il fait des effets photoélectriques, ça nous fait chier, et il sera atténué, en fait. Donc tout ça là, ça c'est l'énergie max, tout ça, ça sera auto-absorbé par effet photoélectrique, par l'anode. En gros, votre photon, il sortira pas de votre anode. Il sortira pas de votre anode parce qu'il sera auto-absorbé, tout simplement. Donc ici, c'est votre spectrum continu de base, en principe, d'accord? En principe, vous avez ça, dû au fait que, bah, c'est entre 0 et E max. Les raies caractéristiques de votre anode, bah, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'interaction électron-électron et bah, tout ça qui n'existe pas puisque c'est auto-absorbé, car c'est des faibles énergies de photons qui vont interagir avec, bah, le reste de l'anode et qui vont jamais ressortir. Ça vous va? Si moi j'ai une question, 2 secondes, je suis désolée, mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que quand vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, oui, vas-y. C'est que du coup, la courbe, le flux est décroissant quand l'énergie augmente, mais pourtant dans la formule du flux, l'énergie maximale, elle est au carré, elle est au numérateur et du coup, je comprends pas. Comment ça En peut fait, décroître? je t'explique. Le flux, c'est le nombre, de photons, d'accord? C'est le nombre de photons. On est d'accord avec ça? Oui, oui, oui. Que tu as émis. Tu as très peu d'électrons de photons pardon, qui seront à l'énergie max, en fait. Tu sais, l'énergie max, c'est que vraiment tout ton électron que tu as lancé, il a donné toute son énergie au photon. Ah ouais? Enfin, il a été arrêté plutôt et du coup, bah, il a donné toute son énergie en rayonnement, X. On est d'accord? Mais Oui. ça arrive, très peu, tu vois? Genre en général, Ah il est juste OK. dévié, il s'arrête pas complètement. Donc en fait, tu auras plus, bah, de nombre d'électrons, tu auras plus en quantité de photons, En pardon. quantité, OK. Tu auras plus de photons qui ont fait, bah, ça OK. plutôt que carrément l'électron s'est arrêté à donner tout aux photons. OK, donc c'est une question de quantité, mais parce que comme il était pardon, il y a mon copain qui gueule derrière. Attends, je parle. Du coup, quand l'énergie, oui, mais l'énergie elle est au numérateur, donc du coup, ça, Oui, là, je suis ça d'accord. perturbe. Là, c'est la différence. Je comprends le truc de la quantité, mais c'est juste le fait qu'il soit au numérateur, ça me. Là, attends. Là, c'est la variation d'énergie Ouais. qui est au dénominateur. D'accord. Ouais. Et là, c'est E max. Non, j'avoue que c'est chelou. Mais écoute, prends-le comme ça. Oui, je vais le retenir avec la quantité du coup, mais sur le coup, j'ai bugué. Et merci. Et Ouais. désolée pour le bruit de fond. Je sais pas. Attends, mais du coup, ça me pose problème. Il y a l'auto-absorption, ouais, aussi. Mais après, c'est pas trop ça le joue. Hein. Genre, par rapport à ça, ouais, tu vois. C'est une bonne question. J'irai faire mes recherches. Tu te poses trop de questions aussi. Prends ça comme ça. En plus, Kotsky, c'est vraiment le sang. Genre, il te posera pas des questions bâtards. Bon, voilà, bref. Du coup, le flux de photons est proportionnel à l'intensité et à l'énergie max. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, l'énergie max, d'accord.